Aujourd'hui, dans cet épisode d'Autour d'une photo spéciale invitée, nous recevons Mario Cyr, une figure incontournable de la photographie et du cinéma sous-marin. Originaire des îles de la Madeleine, il consacre depuis plus de 30 ans sa carrière à explorer les profondeurs glacées du Canada et les écosystèmes marins à travers le monde. Ces plongées sous les glaces, réalisées dans des conditions parfois extrêmes, lui ont permis de capter des images saisissantes de baleines, de phoques et de paysages polaires. Son travail a notamment été associé à plusieurs productions documentaires de renommée internationale. Aujourd'hui, Mario nous raconte l'histoire derrière une spectaculaire photographie d'ours polaires, une prise de vue aussi exceptionnelle que risquée qui aurait pu se terminer tout autrement. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien content que tu sois ici. C'est un plaisir pour moi. On a le grand Mario Cyr avec nous aujourd'hui. On va se le dire tout de suite. Vous êtes quand même liés parce que, bien entendu, vous êtes deux photographes, mais qu'on se le dise, vos carrières sont quand même pas mal différentes, autant dans le parcours que dans le contenu de vos images, on s'entend? Déjà, au départ, j'ai vu qu'on a commencé à peu près aux mêmes âges. Oui, mais ça doit. 17 ans, à peu près. Moi, j'ai commencé à 16 ans. les deux. Ouais. J'ai appris sur le tas, Sur le toi tas. dans le fond, mais moi sur le tas. Donc, puis parlant de parcours, justement, Mario, peux-tu nous raconter comment a commencé ta carrière? D'où vient cette passion-là de la photographie? Premièrement, c'est la plongée. C'est ça qui m'a amené à la photographie, au film sous-marin, parce que le fait de naître sur un bout de terre aux îles de la Madeleine, c'est sûr que nos terrains de jeu, qu'est-ce qui était près de nous? C'était la mer. Donc, déjà, très jeune, on passait nos étés sur la plage. Donc, et à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui a déclenché l'envie d'aller voir sous l'eau. C'est l'avenue aux îles de la Madeleine de Farley Mowat, qui est un grand écrivain anglophone, qui avait sa maison d'été près de chez nous à Grande Entrée. Et pour moi, c'était le premier vrai plongeur que je voyais en réel. Donc, à l'époque, on écoutait Cousteau. Hein. Mon père était maniaque, même s'il ne plongeait pas. Là. Ton père plongeait du tout? Là. Pas jamais, du tout, jamais. mais vraiment maniaque de Cousteau. Là. Il écoutait tout ce qui se passait. Donc, c'est sûr que moi, je l'écoutais ça avec lui. Mais Farley Mowat, lui, il descendait avec sa bouette sur la plage, avec ses équipements de plongée. Puis ensuite, il partait dans l'eau. Ça fait que c'est sûr qu'on était fascinés de voir quelqu'un pouvoir aller respirer dans l'eau comme ça. Et un jour, Farley, je suis allé avec lui dans son bateau parce qu'il allait plus loin au large. Il avait besoin de quelqu'un pour prendre ses équipements. Donc, il m'a engagé. C'est-à-dire que, c'est ça, je m'en souviens, je pense qu'il m'avait... Mais t'avais quel âge à cette époque-là? Écoute, j'ai 10 ans, là, 9 ans, 10 ans. Et donc, ça, pour moi, le fait qu'il descende dans l'eau, en plus, il écrivait dans le fond de l'eau. C'est ça, j'ai lu avec une avec ardoise. Une ardoise. Donc, tu sais, t'es ticu, tu vois quelqu'un descendre avec des ardoises dans l'eau, puis qui remonte, puis tu vois qu'il y a plein de barbillage, plein d'écritures dessus, en anglais. Donc, je comprenais absolument rien. Mais j'étais fasciné. Puis Farley, tout simplement parce qu'il était après d'écrire un livre sur les mammifères marins. Et il voulait se sentir un peu comme ces mammifères-là. Donc, il s'en allait dans l'eau. Il s'imprégnait à 100%. Il écrivait. Ça fait que ça m'a vraiment fasciné. Là, j'ai 10-11 ans. Ensuite, mes parents m'ont fait un cadeau, pas le masque tuba. Donc, c'est un cadeau probablement qui a changé ma vie. Te souviens-tu s'ils t'ont donné ce cadeau-là parce que tu parlais que tu avais de la plongée? Ils voyaient que tu étais passionné de ça ou c'est un addon? Il y avait Farley qui était proche puis qui plongeait. Puis je pense que je parlais souvent à la maison justement de cette expérience-là que j'avais eue avec lui. Puis à un moment donné, l'école a terminé. Puis ça a été comme mon cadeau de fin d'année. Pas le masque tuba. Puis je dirais que les palmes puis le tuba, moi, mais le masque, je partais toujours à chaque jour sur la plage avec. Puis là, j'allais voir qu'est-ce qui se passait dans l'eau. Et dès que j'ai eu la chance, à 16 ans, j'ai suivi mon premier cours de plongée, parce qu'à l'époque, ça prenait 16 ans pour suivre un cours de plongée. Et la première caméra, non, ça? Caméra, c'est venu tout à fait par hasard aussi, c'est-à-dire qu'en 1984, est arrivé aux îles de la Madeleine Discovery Channel pour faire un documentaire sur les phoques du Groenland, et ils m'ont engagé comme guide. Déjà? Oui, comme guide, là, pas comme caméraman. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de quelqu'un qui connaissait les phoques, qui connaissait la plongée sous glace. Et
tout simplement, le caméraman, mais il venait de la Californie. Donc, au bout de 10-15 minutes, il y avait froid. Pas capable de continuer à plonger. Puis, au bout de 2-3 jours, on n'avait pas d'image. Et tout simplement, pour être gentil, je leur ai proposé qu'ils me montrent comment la caméra marchait pour essayer d'aller faire des images. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes À ce moment-là, c'était une caméra film. C'était pas une caméra photo. Ah oui, c'était du film, là. Non, c'était vraiment... On était en film. Tu fais de la photo, carrément, avec une caméra photo dans un caisson. Oui, c'est ça. Ça, c'est venu tout de suite par après parce que moi, bien sûr, j'ai été attiré par cette caméra-là parce que je me suis ramassé avec la même équipe Discovery en Alaska. Ils m'ont engagé comme deuxième caméraman, donc j'avais jamais filmé auparavant, mais juste ma petite expérience aux îles. Donc, quand je suis revenu aux îles, là, je me suis acheté une petite caméra vidéo 8 mm, quelque chose comme ça, vraiment. Et par après, ça a été l'appareil photo. Dans ce temps-là, on travaillait avec des Nikonos 5 orange. Là, donc, à l'époque, j'utilisais pour faire des diapos. Et souvent, je me suis ramassé dans l'eau parce qu'on craquait pour prendre la 20e photo. Briser la pellicule. Puis à un moment donné, m'en apercevoir, j'étais rendu à 38, 39, 40. Puis là, on savait qu'on avait fait une erreur monumentale. J'ai vécu la même chose. On ne sait pas. Hey, ça va bien, j'ai pas changé de film depuis 1 heure. Je comprends. Puis c'est à 36e depuis 1 heure à faire des photos. Exact. Mais toi, tu as commencé, c'est sûr, en couleur. Alors que moi, dans les journaux, c'était du noir et blanc parce que les journaux n'étaient pas en couleur. Des photos sous-marines en noir et blanc, ça ne devait pas être très beau. C'est ça. Puis c'est quand même de toute beauté. Hein. J'en ai fait quelques-unes par après, plus tard. Mais au début, non. On était vraiment dans la couleur. Puis j'ai cru longtemps que jamais qu'on allait réussir avec le numérique à faire quelque chose qui était aussi beau. C'était incroyable. J'ai travaillé avec aussi vraiment même des bulbes qu'on changeait sous l'eau. Ça, j'ai eu un appareil aussi qu'on amenait. Une photo, une lumière. Oui, exactement. Puis là, tu changeais ton écoute, mais attends, j'ai une question là-dessus. Il fallait que tu sortes de l'eau à chaque fois. Changer ton bulbe. Non, on avait des bulbes dans un sac. Mais les bulbes pouvaient être en dessous de l'eau? Ah oui, on les rentrait à l'intérieur, puis donc on était capable, ça marchait comme ça, une fois sur deux. À un moment donné, l'eau probablement rentrait dans des circuits ou quelque chose. Tu avais l'avantage sous l'eau que ça refroidissait. Parce que ces mêmes appareils-là, les gens l'utilisaient, les photographes, dans les années 50 à peu près, pour faire un exemple des mariages. Et la bulbe, une fois que ça brûlait, elle venait complètement chaude. Et là, il enlevait pour en mettre une autre. Et celle-là tombait des fois sur la robe de la mariée. Le feu prenait dans la mariée. C'est arrivé des cas comme ça, oui, parce que c'était extrêmement chaud. Oui, je me souviens que ça brûlait vraiment. C'était très, très, très chaud. Tu faisais développer tes photos où dans ce temps-là? Y avait-tu un endroit aux îles pour développer? Non, on envoyait ça à Montréal. On envoyait ça vraiment par la poste. Puis, écoute, on se croisait les doigts que quand ça revienne 15 jours, 3 semaines plus tard, qu'il y ait quelque chose dans ça qui était bon. Là. C'était dans l'attente. Mais même mes premiers tournages aussi en film, c'est la même chose. Hein? Tu arrivais chez vous, puis tu attendais à un moment donné que la compagnie t'appelle 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après pour savoir tout ce que tu avais fait, ton travail, s'il était bon ou s'il était pas bon. Là, mais encore aujourd'hui, j'écoute des émissions là, où tu as apparu comme plongeur, où tu dis, je sais pas si c'est bon, on voyait rien, pas de visibilité, rien. Oui, encore aujourd'hui, tu n'es pas sûr. T'es pas sûr. En eau brune, là. Oui, parce que c'est ça, la caméra vaut mieux aujourd'hui que l'œil humain. Donc, c'est sûr que des fois, on a des surprises même. C'est arrivé à plusieurs reprises où j'ai arrêté de tourner parce que je voyais rien. Puis en fait, quand tu regardes les images, après, tu te dis, j'ai arrêté pour rien. J'aurais dû continuer encore. La caméra voyait. Oui, voyait. Même à l'époque du film? À l'époque du film, non. À l'époque du film. C'est vraiment le numérique. C'est qui a changé tout ça, là. Ouais. La photo que tu as choisie, c'est celle d'un ours polaire. J'ai déjà vu cette photo-là plusieurs fois, qui est quand même très impressionnante, on va se le dire. J'ai quand même vu plusieurs autres photos que tu as faites d'ours polaire. Pourquoi tu as choisi spécifiquement celle-là pour le balado aujourd'hui? Je dirais que cette photo-là, c'est celle qui m'a le plus marqué et surtout que c'est une photo qui aurait même
pas dû être faite parce que je vous raconte l'histoire en vitesse. Je suis après de faire des photos d'ours sous l'eau, puis t'es nerveux. Hein? Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est des grosses bébites, il faut que tu fasses attention, puis que tous tes gestes doivent être calculés. Et il y avait à peine, avant cette photo-là, peut-être à peu près 5 minutes, j'étais après de photographier un autre ours polaire. Et la manière que ça fonctionne, donc on est chanceux, les ours polaires, normalement, ça travaille individuellement. Tu sais, c'est pas en groupe, c'est pas comme un morse, donc c'est dangereux, mais il y en a un, tu le surveilles comme il faut. Donc j'avais terminé de prendre des photos, l'ours était déjà rendu assez loin de moi, donc on va le suivre des yeux jusqu'à temps qu'il disparaisse avant de revenir vers la surface. Donc, moi, je suis assuré que mon ours, il continue à nager vers sa direction. Donc, je refais surface. Et là, j'entends mes guides dans les bateaux me crier « Attention, l'ours! » Puis je comprends pas, l'ours, il est parti. Mais je me tourne, puis il y en a un autre qui arrive sur moi. Donc, c'est cette photo-là. Pas pour attaquer, là, par curiosité. Oui, il s'emmenait dans la même direction que l'autre, mais je l'avais pas vu avant. Mais t'étais une proie ou... Oui, ben probablement. Lui, il est venu voir probablement les bulles qui venaient en surface et il était curieux. Et moi, quand je suis revenu à la surface comme ça, en me tournant, en entendant les cris de mes guides puis ceux qui avaient dans le bateau, mais là, il est à peine à 2 mètres de moi. Puis comme de façon, je dirais tout simplement de défense mécaniquement, j'ai comme tourné mon appareil photo en allongeant mes bras vers, au moins qu'il frappe l'appareil avant de me frapper moi. Mais en menant l'appareil fort, j'ai déclenché l'obturateur, bien sûr, de l'appareil photo. Donc là, j'ai fait comme une vingtaine de 30 photos. En rafale. En rafale, mais sans vraiment, je dirais, regarder, voir si la photo était correcte ou si une rafale nerveuse. Oui, c'était vraiment réflexe. fait de façon mécanique. Et quand je suis venu regarder par après, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs photos parce qu'ils se suivent, donc très, très, très similaires. Mais c'est une photo qui a été prise de peur. C'est une photo qui a été prise de façon sans vouloir la prendre, mais qui est devenue... Sans la cadrer, sans la placer, rien. Absolument rien. Puis c'est une photo que j'utilise beaucoup dans mes conférences aussi, puis que les gens, comme de hasard, se trouvent émerveillés d'être si proches d'un ours polaire, mais il n'y a rien dans ça qui était voulu. Il n'y a rien qui a été fait pour prendre la photo comme telle. Là. L'ours, est-ce que... Tu me dis qu'il est arrivé, tu voulais oui. te défendre un peu avec ton appareil, mais qu'est-ce qui est arrivé? Es-tu rentré dans l'appareil? T'es rentré en dessous de l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après? c'est sûr Parce que... t'étais une proie, là. Oui, ben je pense qu'on a eu peur tous les deux. Ben, pas peur, surpris. Moi, j'ai eu peur, lui était surpris. Puis, comme de raison, moi, je suis redescendu dans le fond le plus vite possible en respirant probablement à 200 inspirations minutes parce que j'ai eu vraiment la frousse de ma vie de me retrouver si près et en même temps sans l'avoir voulu. Parce que les autres, je me retrouve près, mais il y a un calcul qui se fait. Tu cours après les autres. Ouais, c'est ça. C'est lui qui t'a on sait quoi faire. Tandis que lui, c'était une surprise complètement. Et c'est certain que, ça fait une photo extraordinaire. Ça fait quand même une histoire extraordinaire. Mais juste à y penser, des fois, j'ai le souffle coupé. C'est sûr, c'est de la sûr. façon qu'il était proche, puis de la façon aussi, qu'est-ce qui aurait pu arriver. Parce que, comme de raison, c'est en me tournant, mais si je ne m'avais pas tourné, ça veut dire qu'il m'arrivait dans le dos aussi, là. Puis là, ça aurait pu être catastrophique, là. Et quand tu descends dans le fond, normalement, est-ce que tu vois des ours qui nagent? Oui, à peu près 5 à 10 mètres, là. Okay. On va voir des ours quand même à la surface. Et quand on va faire des images d'ours polaires, on va se surplomber. Là, on est obligé de prendre une ceinture de plomb pour équilibrer la flottabilité de nos habits isothermiques. Mais c'est certain que dans les ours, je vais mettre au moins 2 kilos de plus. Ce qui fait que quand on enlève l'air dans son compensateur de flottabilité, là, on descend quand même très rapidement. Donc, il ne faut pas avoir de problème à équilibrer, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés à équilibrer en plongée, les oreilles comme telles, mais c'est-à-dire que
En tout cas, moi, ça va bien avec toutes les plongées que j'ai faites au niveau de l'équilibre, mais il faut que tu descendes vraiment très, 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 très rapidement. Puis là, tu arrives à peu près une dizaine de mètres et c'est sûr que là, je vais me stabiliser à cette profondeur-là et je vais regarder l'ours, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que normalement, un ours ne descendra pas très profond. Il va descendre peut-être à un maximum de 3-4 mètres et c'est ça qui nous donne la chance, c'est ça qui nous donne la possibilité d'aller chercher des images. Parce que sinon, ça serait impossible. Si l'ours descendrait à la même profondeur que nous, bien là, c'est sûr qu'à un moment donné, il viendrait nous chercher. Là. Spécifiquement, tu es rendu dans le fond de l'eau, ton cœur bat ta respiration à 200 par minute. Est-ce que tu avais un peu peur de remonter parce que tu ne sais pas le comportement? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que tu te sentais à l'aise de remonter? Bien, c'est-à-dire que c'est certain que lui aussi, je l'ai observé. Donc, je suis monté à une certaine profondeur pour pouvoir l'observer, pour qu'il continue à nager en s'en allant vers la même direction que l'autre ours était parti aussi. Mais là, quand je suis revenu à la surface, j'ai fait 360 degrés, voir s'il n'y en avait pas d'autres qui arrivaient. Et le bateau est arrivé quand même tout de suite, mon guide, pour me récupérer. Puis lui aussi, il a eu extrêmement peur parce que, comme de raison, moi, quand je suis descendu puis que l'ours a plongé un peu, bien, ils ne savent pas, là, ils ne voient plus qu'est-ce qui se passe sous l'eau. Et, tu sais, on a été témoins quand même des ours descendre puis attraper. C'est rare, c'est rare. Ben, ça a quand même arrivé à quelques reprises où il va attraper un phoque dans l'eau. Très rare, mais ça arrive. Parce qu'il a très faim, il s'en fout que ça fait mal à ses oreilles, il a faim. il peut dépasser. Oui, c'est ça. On a vu aussi, ça a été quand même nouveau il y a une couple d'années, c'est que les ours polaires, à ceux qu'on appelle les chétifs, juste la peau et les os, probablement qu'ils savent qu'ils vont mourir s'ils ne mangent pas d'ici une couple de semaines. Mais comme tu dis, eux autres, probablement qu'à un moment donné, les oreilles, ils s'en foutent. Donc, le bateau revient, te rejoint, tu montes à bord. Oui. Là, c'est là que tu découvres tes images? Oui, c'est-à-dire que là, j'embarque dans le bateau, j'enlève mes équipements, je suis extrêmement essoufflé et je dirais aussi ébahi. Mais en même temps, tu sais, quand ça va bien, ça donne une expérience extraordinaire. Tu sais, en se disant, waouh, quelle expérience, mais en même temps. Puis là, je regarde mes photos en rafale, puis je vois que, waouh, il semble avoir quelque chose à faire avec ces photos-là. Mais au début, je n'ai pas pensé aux photos. Là. Tu sais, quand tout ça est arrivé, là, j'ai jamais pensé une seconde d'avoir fait des photos. C'est tout simplement... Tu ne savais même pas que tu avais pris des photos? Même pas, parce que c'est juste... la surprise de la découverte... Juste de tenir mes mains serrées sur, bien sûr, mes poignets, puis en même temps d'avoir déclenché l'obturateur. C'est ça. C'est juste. Il t'a dit 3 fois le mot « très près ». En plongée, tu ne travailles jamais au téléobjectif. C'est toujours du grand angulaire. Exactement, toujours. Parce que, il y a quelques caméramans qui vont travailler quand même... en truc normal? Oui, mais mettons que nous... En tout cas, moi, je travaille avec des lentilles fixes et c'est toujours pour s'approcher de l'animal le plus possible. Parce que, comme tu sais, l'eau, c'est un gros filtre. Donc, c'est très difficile quand tu ramènes. Ça ne fait pas des images aussi belles. Là. Donc, le fait que ça soit... Il y a beaucoup de photographes qui ont toujours dit que pour faire une bonne image, sois près de ton sujet. C'est ça. Et une fois que tu es prêt, rapproche-toi encore plus. Toi, dans ton cas, c'est toujours ça. C'est toujours très, 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 très près. Oui, exactement. Le plus près possible. Et c'est ça, ça donnait des belles rencontres. Et des fois, ça donne des rencontres qui sont un peu plus dangereuses. Mais tu sais, on apprend beaucoup sur le tas. Hein. C'est pas un domaine qui était connu beaucoup. Là. Quand tu parles de faire des images de morses ou des images d'ours polaires ou donc des animaux comme ça que tu n'as comme pas trop une idée comment ils fonctionnent sous l'eau, bien là, tu essayes des choses, tu t'approches. Et en plus, tu trouves être dans leur environnement à eux, ces animaux marins-là. C'est ça. Donc, en plus de vouloir faire des bonnes photos de près, il faut que tu aies toujours en tête... De faire super attention. Puis, mais tu sais, j'ai quand même appris... ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrivera pas d'accident dans le futur, mais j'ai quand même appris avec les différentes sortes d'animaux qu'on côtoie sous l'eau, à voir un peu comment ils fonctionnent, puis où ça devient dangereux. Et les animaux vont comme jamais attaquer avant d'avertir. Tu sais, il y a toujours un signe avant le coureur. Oui, tu me disais, des fois, les bulles, il va faire... Tu dois connaître les signes. C'est ça. Il faut les reconnaître, puis il faut les respecter aussi. La première fois, tu le sais pas. Non. La première fois, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait, puis c'est tout simplement
pour toi normal, mais tous ces signes-là veulent dire quelque chose. Ça veut dire que tu es trop près du petit, tu les as coincés dans un coin, ils se sentent menacés. Donc, à un moment donné, quand tu perçois ces signes-là, ben, tu te dis, OK, c'est beau, je vais me retirer un peu, puis l'animal va passer à côté, puis tout se passe bien. Mais tout ça, il a fallu l'apprendre sur le tas aussi. Oui, puis ce que je trouve comme parallèle, dans mon métier de photographe de presse, il y a eu des situations où il y avait du danger aussi parce que ça tirait. Des coups de feu, des explosions, des choses comme ça. Et en comparaison, je regarde ton travail, jamais je ferais ça. Tu sais, je veux dire, il y aurait une fusillade, je me suis approché, des explosions, je m'approchais de plus proche pour faire des photos. Ben, c'est ça l'expertise, là. Exactement. J'avais l'expertise-là. J'analyse même un incendie, la couleur de la fumée, je sais que, oh là, il va y avoir un backdraft, excusez le terme anglais, là, ça va ouvrir, ça va exploser, on faisait attention. C'est ça. Et je regarde tes récits, je me dis, jamais j'irai premièrement en dessous de l'eau pour la claustrophobie et tout ça, mais je trouve ça le fun parce que c'est un parallèle, on fait deux métiers, on fait des photos tous les deux, mais dans ton environnement, je n'irai pas. Puis je veux dire, dans notre environnement, chacun, on a nos spectres. C'est vraiment l'expertise. Puis c'est souvent aussi, bon, que ça soit du film ou que ça soit de la photo, au niveau animalier ou au niveau, mettons, je sais pas moi, pour des correspondants de guerre ou quelque chose, c'est où tu t'arrêtes. Oui, exactement. Le danger, l'adrénaline ou le danger. Exactement. Puis ça m'est arrivé quand même à quelques reprises de me poser la question qui va durer à peu près une fraction de seconde en me disant, OK, je continue-tu parce que ce que je suis après de faire là, c'est extraordinaire, mais en même temps, ça amène un danger. Ça peut être ma dernière photo. C'est l'ours V ou s'il défonce la glace ou s'il vient te chercher. Donc, c'est ça. Oui, puis il n'y a aucune photo qui vaut la peine de perdre un membre ou de mourir. Ça, c'est certain, mais c'est difficile des fois. Puis ça m'est arrivé. J'ai quelques prises aussi que j'ai fait que je me dis, hey, j'aurais dû continuer encore quelques secondes, mais peut-être si j'avais continué quelques secondes, que je ne serais pas là pour parler aujourd'hui. La seconde aussi, de là. trop. Exactement. Puis ça, c'est difficile des fois. Tu sais, c'est comme, il y a tout un challenge entre les deux, là, de dire je continue ou j'arrête. Mais connaissant un peu la personne que tu es et ta carrière, on s'entend que tu vis vraiment sur l'adrénaline. À moins que je me trompe, jusqu'à où tu es prête à te mettre en danger ou dans l'élan du moment, comment tu fais pour reprendre tes esprits et dire, OK, je m'arrête là? Parce que tu es dans une lancée. Exemple, il y a un ours qui est là, tu dis, OK, j'ai pas le choix. Tu vis sur l'adrénaline, toi, en général? Ben, c'est certain que l'adrénaline, elle monte, mais aussi, moi, je dirais que je vis beaucoup en une espèce de transe. C'est pas, on dirait que je rentre dans un autre système. Quand je suis sous l'eau puis c'est dangereux, premièrement, j'ai peur. J'ai peur comme tout le monde. Là. La peur, ça fait partie de mon travail, a fait partie de mon travail à plusieurs reprises. Donc, mais quand tu as peur aussi, on dirait que tous tes sens sont aiguisés. Tu vas, tout est comme en analyse pour réagir justement. En hypervigilance. En hypervigilance. Puis souvent, c'est autre chose. Mais mettons, je suis allé chercher des personnes décédées dans des autos, dans des bateaux. Quand même, tu travailles avec des pour humains qui sont décédés. Donc, c'est ça. Donc, c'est des travails qui est quand même pas facile. Mais on dirait qu'à chaque fois, en plongée, que j'ai eu à faire face à soit des dangers ou des choses qui est dérangeantes un peu, on dirait que je suis capable de me mettre un peu en transe puis vivre un peu et surtout à penser à tous mes gestes. Ça veut dire que, bon, c'est beau, je fais ça comme ça. On dirait que tous mes gestes sont super bien calculés puis essayer d'avoir tout ramassé l'expérience vécue pour arriver... Oui, peut-être à une prise d'image ou à un travail à faire, mais peut-être à côté de mon corps un peu, là, d'être capable de me voir et d'analyser. Là. Une belle gestion du risque. Oui, mais c'est ça. Je pense que oui, c'est la gestion. Ce risque-là, c'est drôle, parce que tu racontes ça, puis je me vois, moi, dans mes situations de travail, ou un exemple, une poursuite policière, j'étais dans le même cortège que la police. Je roulais aussi vite qu'eux autres. Je brûlais les feux rouges. J'ai passé par-dessus des terre-pleins au centre-ville pour aller faire des photos. Étant, comme tu dis, là, exactement ça, vigilant, là, conduire vite, avec en plus de ça, écouter nos radios de police dans l'auto. Et quand est-ce que j'avais un accident de voiture? Quand je m'en retournais le soir chez moi, bien tranquille. Exactement. Parce que là, j'avais plus de vigilance, je m'en retournais chez nous, bang, accident. C'est ça, puis moi, c'est toujours, mettons, avec ma mère. Ma mère est encore inquiète aujourd'hui, là, parce que, premièrement, à chaque fois que je pars, elle sait qu'il y a quand même un peu de danger. Puis c'est drôle, je lui ai toujours dit,
comme inquiète-toi pas, je mourrai pas en plongée. Je vais mourir à faire frapper dans la rue, à faire autre chose, mais je pense pas que je vais mourir en plongée. Là. Tu sais, ça fait que c'est. Je pense que quand tu pratiques, tu fais un métier comme ça, comme le tien ou comme le mien, c'est ça, il y a une gestion du risque, comme tu as dit, il y a une façon de faire qu'on est quand même en contrôle. Puis je pense que ça paraît pire à l'extérieur qu'à l'intérieur, que le faire. Moi, je pense on partage les mêmes risques, les mêmes craintes, mais la même passion aussi. Là, je veux dire, pour la faire, la photo, on peut aller loin. Hein. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on dit que tu es un expert en eau froide? Oh là là. Je pense que tout ça vient de la plongée commerciale. Okay? Parce que moi, il faut bien comprendre, plongeur avant d'être photographe, caméraman sous-marin. Donc, 16 ans, premier cours de plongée. 19 ans, je commence à travailler en plongée commerciale. Ça veut dire construire des ponts, des quais. Et mon premier travail aux îles de la Madeleine, c'était la construction du quai de Mine-Sélène. Et au mois de janvier, par moins 25, moins 30 degrés, ben, on arrivait le matin, puis la pelle mécanique cassait la glace pour qu'on aille travailler. Okay, et à l'époque, ben, j'ai couru plusieurs marathons et je pesais à peu près 40 livres de moins qu'aujourd'hui. Là. C'est ce qu'on appelle un grand fouet avec juste des c'est os. quand même puis, très mince. Quand même, aujourd'hui encore, je ne sais pas, il était où, ce 40-là? Enlève 40 livres. C'est 40 de muscles maintenant. Maintenant, tu es plus musclé. Donc, bien sûr, je gelais dans l'eau quand même rapidement. Et à force de plonger, mais là, on parle de 1000 plongées, mais mon corps s'est habitué à cette eau froide-là. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a les équipements aussi, hein, qui est complètement différent que par rapport à avant. Pour l'isolation, tout Oui, pour l'isolation, surtout pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment à force de plonger que le corps humain, je le dis souvent, mais il y a une capacité d'adaptation incroyable. Donc, à force de se trouver dans une eau froide comme ça, le corps trouve des moyens pour pouvoir vivre dans cet élément. Acclimaté au froid. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc, un plongeur aujourd'hui qui ne ferait que les mers du Sud là, arriverait dans la glace. Arrête de la difficulté. C'est-à-dire que ton corps s'adapte, trouve des moyens pour s'adapter. Puis, on est comme les animaux. C'est tout simplement, c'est pas quelque chose qui se fait dans 10 ou 20 plongées. Tu sais, on parle... moi, j'ai plus de 12 000 plongées, puis j'en ai peut-être fait, je sais pas, 6 000, 7 000 en eau glacée. Donc, c'est certain que c'est des heures et des heures. Puis, en plongée commerciale, ben, on allait jusqu'à l'hypothermie. Tu sais, on travaillait... maximum. Je me souviens à cette île-là, à faire ce qu'on appelle du jack drill. Là, je sais pas le mot en français, mais tu sais, à travailler sous l'eau tant qu'on pouvait. Quand on n'en pouvait plus, là, c'est impossible. Ben, l'eau sortait, mais on était presque en hypothermie. Donc, c'est vraiment passer des heures et des heures et des heures dans l'eau froide. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça. Probablement que le corps dit, écoute, faut trouver quelque chose pour pouvoir mieux vivre, pour mieux supporter cette eau froide-là. Et le danger, justement, de l'hypothermie, des fois, tu voulais sûrement t'entêter à continuer de travailler, puis tu ne savais pas que tu commençais à faire de l'hypothermie. Il fallait que quelqu'un te le dise ou tu sentais les signes? Oui, c'est ça, parce que le premier signe de l'hypothermie, c'est vraiment le tremblement. Tu sais, quand tu commences à vraiment avoir le shake, à trembler sous l'eau, là, c'est certain que là, tu t'es perdu au moins 1 degré. Et si tu restes dans la même conditions, ça veut dire avec les mêmes équipements dans la même eau, la même température, ben, probablement au bout de 5-7 minutes, tu vas perdre un autre degré. C'est court, c'est vite. Là. C'est vite. Puis à un moment donné aussi, ben, c'est que ton cerveau, on n'est plus capable de réagir de façon correcte. Puis c'est là que ça devient dangereux. Mais à tes débuts, l'équipement était plus robuste, plus... je me rappelle, moi, couvrir des événements, quand je parlais tantôt de photos de police, j'avais 2 boîtiers, un avec un téléobjectif, un avec un grand angulaire, en dessous du banc du passager. Ouais. Pas dans des étuis, pas dans un sac. Et quand je freinais, les caméras ressortaient dans le dessous du banc. Et même sur des manifestations, ma grosse lentille 300 mm, elle m'a servi des fois à me protéger quand les manifestants s'en venaient avec... Tu sais, ces équipements-là. Aujourd'hui, un boîtier numérique, je l'échappe à terre, ça m'en prend un neuf. C'est ça. C'est plus la même chose du tout. Puis c'est aussi...
la possibilité aujourd'hui de faire 1000 affaires avec ton appareil. Ben, à l'époque, tu avais deux boutons. Là. Tu en avais un pour l'ouverture, puis un pour ton focus. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus solide, comme tu dis. Là. Parce qu'on parlait, tu as fait beaucoup de photos l'hiver dans la neige et tout ça. Et au début, un des problèmes que j'ai eu quand j'ai commencé en photographie, photographier la neige. Ouais. Dans le temps, quand on était en noir et blanc, avant de comprendre qu'il faut surexposer d'au moins un ou deux ouvertures pour que la neige vienne blanche, en noir et blanc. En couleur, là, elle venait bleue, puis il y avait toutes sortes de contraintes. Aujourd'hui, les boîtiers sont complètement automatisés. Tu ne fais plus de balance de blanc quand tu descends. Non. Puis, on va faire des photos en RAW à la post-production. Ah, tu travailles en RAW tout le temps? Oui, à ça, nous, on travaille vraiment en RAW pour après ça, en fait, compte de ramener... C'est en post-production que tu vas aller chercher ce que tu veux. Tu vas aller chercher les couleurs que tu veux. Donc, c'est sûr que c'est complètement différent là, du passé. Là. Donc, l'approche, on va y aller avec les termes que les gens connaissent. L'approche Photoshop existe quand même dans ton métier de photo sous-marine, mais, je veux dire, en photographie de presse, on a une limitation. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les contrastes, les couleurs, le balance des blancs, le noir, mais on n'ira jamais jusqu'à rajouter des éléments. Tu ne rajouteras pas des poissons s'il en manque. Non, ça c'est certain. Puis surtout que moi, je ne suis pas un fan vraiment de post-production. Là, c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher le plus pur possible, mais c'est surtout en film quand on va tourner en vidéo que là, on va aller plus dans le RAW puis qu'après ça, parce que même des fois, on va tourner à 2, 3, 4 places différentes avec des eaux complètement différentes. Donc, si on veut ramener ça pour que ça se tienne un peu... Le balance des couleurs pour tout le film. Et toi, les photos s'en vont avec les clients qui t'engagent. Oui, c'est vraiment ça. Moi, quand je travaillais dans un journaux, la photo, c'était pour mon journal. Et phénomène bien particulier, tu vas le comprendre tout de suite. Moi, mon image, si un exemple, elle était bonne, elle était choisie en première page, on l'achetait le lendemain, ma photo. C'était fini. C'était un quotidien. Elle ne servait plus. Alors que toi, c'est vraiment la pérennité. Tu fais des photos, c'est pour... mettre dans des livres, mettre dans des films, qui vont servir en pédagogie pour des étudiants et tout. C'est vraiment spécial. Tu sais, il n'y a rien de plus vieux que la photo de la veille dans un quotidien. Ça ne sert plus à rien. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 50 ans de métier, je ressors des photos que j'ai même jamais revues depuis 50 ans. Parce que si j'ai fait un événement, j'ai pris 36 photos. Le journal en a publié une en première page. Celle-là, tu la vois? Exact. Celle-là, je m'en rappelle. Tu ne vois pas les autres. Aujourd'hui, je ressors le film au complet. J'en avais d'autres qui étaient intéressantes, qui n'ont jamais été montrées. Tu sais, c'est vraiment... Là, il doit y avoir des trésors dans ça incroyables. Que je découvre. Genre des trésors que tu vois au fond de l'eau, puis lui, c'est dans le fond de ses boîtes, des anciens négatifs. Quelle est la grosse différence dans ton métier de photographe ou de caméraman sous-marin il y a 40 ans versus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé? C'est la facilité aujourd'hui. Premièrement, avec les équipements au niveau numérique, c'est certain que c'est le jour et la nuit. Mais dans mon métier à moi, qui comporte souvent, maintenant, si on prend l'article, ça veut dire d'aller faire aussi du camping d'hiver, mais c'est tout ce que c'est qui a évolué au niveau des équipements, au niveau des tentes, au niveau des sacs à couchage, Mais, tu sais, si on prend strictement la caméra puis les appareils photo, moi, je pense que le numérique a venu vraiment changer nos vies complètement. Tu sais, avant, on partait avec un 36 poses maximum. Là, il n'y avait pas... ça veut dire qu'il fallait que tu sortes de l'eau au bout de 36 poses. Et aujourd'hui, t'en prends 250, 300, 400. Puis dans ça, il va en avoir une ou deux qui est bonne. Donc, c'est certain que ça te donne beaucoup plus de choix. En même temps, on l'a dit un peu, c'est plus fragile, mais ça nous donne des opportunités aussi qui est beaucoup plus grande qu'à l'époque. Dirais-tu jusqu'à dire que c'est plus facile aujourd'hui de faire une belle image? Je dirais oui. C'est plus facile. Il y a peut-être plus de compétition. Par contre, il y a plus... Tu sais, tu as toute l'avenue aujourd'hui, tu prends un téléphone numérique, tu le mets dans un sac spécialisé, puis tu vas faire de la caméra ou de la photo sous-marine. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont en faire. Par contre... Il y a beaucoup plus de bandes peut-être qu'il y en avait avant. Ça veut dire qu'il y a plus de chaînes spécialisées qui en veulent, mais il y a moins de moyens qu'avant. Parce que pour la photo ou pour le film, dans mon cas à moi, ce qui me concerne, c'est le temps. Il faut que tu passes du temps sur le terrain. Et ça, mais il y en a de moins en moins.
parce que ça coûte cher. Le budget. Oui, le budget. Ça fait que ça, c'est négatif. Tu sais, mettons, là, 1991, on part avec National Geographic pour aller faire un reportage. On va faire minimum 10 semaines. Ça veut dire qu'on va faire 2 voyages de 5 semaines en moyenne, ou un de 7 puis un de 3. Mais on est dans le 10 semaines. Aujourd'hui, dans la totalité, tu vas faire 3 semaines à 4 semaines. Donc, c'est tout. Incluant l'exploration, incluant toute l'installation. Ça fait que pour celui qui va peser sur la gâchette, celui qui va vraiment, bien sûr, enregistrer l'image ou faire des photos, ben, c'est beaucoup moins de temps de passer avec les animaux, ce qui fait que ça te donne moins de chance d'aller chercher des choses spécifiques. Bon. Il y a d'autres avantages. Il y a des drones aujourd'hui. Tu sais, on va voyager avec les drones. On va les voir un peu plus loin. Mais un dans l'autre, les équipements, c'est extrêmement positif. Le temps, l'argent, c'est du négatif dans mon cas à moi. Là. Est-ce que tu t'ennuies de la façon de travailler mettons, il y a 40 ans? Ben oui. Ça, c'est certain que même si on avait plus froid et qu'on avait de moins bon équipement, on avait du temps. Moi, je partais de la maison 7 semaines, là, presque l'été complète dans l'Arctique. Tu es comme à peu près certain que tu vas revenir avec quelque chose de spécifique, de beau, de nouveau. Quand les gens t'envoient 10 jours sur le terrain, 15 jours, puis t'en perds 3-4 parce qu'ils mouillent, parce qu'ils vendent, parce que tu peux pas y aller, ben, tu sais, tu manques de temps. Là. C'est vraiment ça que je dirais qui est déplorable aujourd'hui, là. Et j'ai vu aussi qu'on te demande beaucoup de scénariser tes tournages. Oui, c'est tout scénarisé. Ça ne va pas ça au début. Ben non, pas du tout. Ils vont faire l'histoire avec ce que j'ai comme image. Aujourd'hui, on te donne une histoire à raconter avant même de partir. Avant même, puis ça, c'est difficile parce que des fois, tu es obligé de cocher. OK, ça, c'est fait. Ça, ouais, ça peut passer. Si j'ai le temps, je vais la refaire. Mais tu sais, avant, tu partais, tu prenais des animaux, puis ensuite, on là, ils te demandent de faire un tournage en équipe, mais tu es tout seul. Tu faire tout ça. C'est ça. Ramène du bon son, ramène de bonnes images, ramène de la vue générale, ramène de... Ça, c'est différent. On n'est plus en film, on est en numérique. Est-ce que la photographie numérique rend les photographes ou les caméramans sous-marins meilleurs? Je dirais meilleur. Je pense pas que c'est meilleur, mais plus de possibilités. Parce que meilleur, tu sais, ça reste que n'importe quel appareil photo. N'importe quel appareil photo, c'est le photographe en arrière qui va faire la grosse différence. Donc, ça change pas beaucoup, mais ça lui donne plus d'opportunités. Tu sais, quand puis j'ai souvent, mettant l'exemple, quand j'ai fait des tournages vraiment soit en 3D ou pour IMAX, où tu as 7 minutes d'autonomie. Fait que souvent, tu perds des images parce que tu ne veux pas gaspiller ton temps. Donc, si le phoque il part puis tu n'es pas certain qu'il va passer en avant, mais tu ne pars pas la machine. Tandis que quand tu es en numérique puis que tu as du temps en masse, ben écoute, tu la pars. Puis si le phoque ne passe pas, mais c'est pas grave, là, tu sais. Mais tu sais, ça fait que tout ça, ça fait une énorme différence, là. Quand je travaille dans les journaux, souvent, le quotidien fournit l'équipement ou sous forme d'allocation ou carrément les appareils appartiennent à tel journal puis les photographes l'utilisent. Là. Mais quand on est à la pige, ce que j'ai été avant et après les quotidiens, on paie pour notre équipement. Et c'est pour ça que des fois, je vais faire des conférences, des rencontres et je rencontre beaucoup de photographes amateurs. Les yeux me viennent grandement. Ils sont 20 fois mieux équipés que moi. Ah, ben oui. Parce que c'est leur passion en tant qu'amateur. Ouais. Ben, le monsieur, la madame, ils ont son propre emploi. Et son argent, son argent d'économie ou de AB passe dans la photographie. Alors, il s'agit de l'équipement que j'aurais jamais pu me payer parce que moi, je dois la rentabiliser, là, ça. Là, moi, j'ai vu ça souvent aussi, parce que j'ai amené des gens avec moi, surtout dans les phoques du Groenland, aux îles, dans les Blanchons. Comme guide. Donc, il y avait des Japonais qui arrivaient. Des amateurs, là, les fils à papa ou je sais pas quoi, mais tu sais, qui arrivaient avec 6 fois plus d'équipement que moi j'étais capable de me payer là, pour le fun, là, juste pour essayer de prendre une photo ou deux. Là. Ça, c'est choquant. Un petit peu. C'est fils à papa, mais son papa s'appelle M. Fuji. Oui, c'est ça. C'est quoi ta perception? Tu dois être au courant de tout ce qui se fait avec le AI.
L'intelligence artificielle. Tu sais, on peut écrire méduse, fond de l'eau, plus bleu, moins bleu, plan large. C'est quoi ton point de vue, Mario, par rapport à tout ça, là, les chamboulements à ce niveau-là? Ben moi, je pense que je suis peut-être vieux jeu encore. Je pense que tout ça, ça va faire un éclat assez extraordinaire pour un an ou deux, puis je pense qu'on va revenir aux vraies valeurs par après. Je pense. Parce que c'est sûr que là, aujourd'hui, on le voit, c'est pas encore, je dirais, parfait à 100%. Ça va le devenir. Ça va sûrement, tu sais, comme le numérique... National Géo disait que jamais de leur vie qu'ils prendraient du numérique. Là. Moi, je l'ai entendu souvent. Jamais qu'on touchera à ça. Pour un moment, tout le monde a changé. Fait que peut-être qu'on va aller dans ce monde-là un petit bout, mais on peut-tu toujours rester dans l'irréel? Non, il faut voir du vrai, on veut sentir. Il va y avoir un revirement, c'est sûr. Oui, ça fait que probablement que ça va être peut-être difficile pour un an ou 2, 3 ans, puis après ça, on va revenir. Ben, en tout cas, j'ai espoir, parce que tu peux pas gagner ta vie, ou tu peux pas montrer des choses aux gens quand même qui est complètement... irréel. Inventé. À un moment donné, on a besoin de vérité. On a besoin de choses quand même spécifiques qui font partie de la vie de tous les jours. Là. Donc, il y a quand même t'entrevois un futur pour la photo sous-marine. Là. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Je pense que ça va être difficile pour quelques années. Oui, je pense vraiment qu'il va y avoir peut-être un coup qui va être très dur pour les photographes ou les caméramans, on va dire purs, là, qui purs en allant prendre des vraies choses. Mais après ça va redevenir. Là. Le balancier va revenir, je pense. Ouais. Puis une photo générée par l'intelligence artificielle, il n'y a aucune histoire à conter autour de ça. Aucune. Aujourd'hui, on vient de passer un bon moment, justement, à nous raconter cette belle histoire de la photo de ton ours polaire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, Mario, qu'on puisse comparer nos métiers. On fait de la photo, on pèse sur le même bouton, mais on n'a pas le même résultat enfin. J'ai été vraiment intéressé. C'est le fun. Moi aussi, extrêmement content de t'avoir rencontré, parce que Rémi m'a parlé de toi souvent, puis c'est le fun. C'est le fun de j'ai fait comme toi aussi. Je veux dire, dans ma jeunesse, Cousteau, j'allais une fois par mois voir les grands explorateurs qui étaient des films qui ramenaient de partout dans le monde toutes sortes de sujets. Mais ceux sur la plongée sous-marine, c'était vraiment mes préférés. C'est vraiment fun. Merci encore, Mario. Au plaisir. Grand plaisir pour moi. Et ceux qui veulent aller voir la photo sélectionnée de l'épisode, vous n'avez qu'à visiter nos réseaux sociaux. Tous les liens se retrouvent sur notre site web autourdunephoto.com. Suivez-nous, partagez et commentez. Merci encore. À la prochaine. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.